Le 7 septembre 2025, un seul volcan a changé d'échelle. En révélant 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère avec un taux exploitable 2 fois supérieur à la moyenne mondiale de 2,8%, Somgandé a brisé les calculs des géologues, affolé les marchés, réveillé les chancelleries et déplacé en quelques heures le centre de gravité du Sahel. Pour un continent habitué à voir ses richesses contrôlées de loin et à compter autrement le pouvoir. Que change, pour Ibrahim Traoré et pour vous, un tel écart? Au pied du volcan, une question naît. La découverte de Somgandé ne se limite pas à un simple bouleversement géologique. Elle ouvre une brèche dans l'avenir politique, économique et symbolique du Burkina Faso. Ce récit promet d'expliquer comment un gisement encore invisible au grand public devient l'axe autour duquel peuvent tourner la souveraineté, la stabilité régionale et la capacité d'innovation d'un État longtemps considéré comme périphérique. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice clair, comprendre comment une ressource peut devenir un instrument de puissance collective. Car derrière les éclats du diamant affleurent des enjeux qui touchent directement les institutions, les marchés, les alliances stratégiques et la cohésion nationale. La question n'est pas seulement de savoir ce que vaut Somgandé, mais ce que le pays peut perdre s'il sous-estime la vitesse de réaction du monde. Les équilibres diplomatiques vacillent, les acteurs privés scrutent chaque geste, les populations projettent en leurs espoirs dans une matière qui pourrait tout accélérer ou tout exposer. Et si cette découverte n'était pas une chance mais un test, les premières images satellites, captées quelques heures après le relevé initial, ont confirmé une anomalie d'une amplitude rarement observée. Une matrice carbonée d'une taille jamais enregistrée, enfouie sous le Somgand. Ce signal unique, validé par 3 équipes indépendantes, a immédiatement transformé une simple mission géologique en alerte nationale, révélant qu'un gisement à la densité exceptionnelle pouvait redéfinir les rapports de force au Sahel. Dès cet instant, l'information cesse d'être technique pour devenir stratégique. En quelques heures, les bureaux de suivi minéral, les cellules diplomatiques et les analystes des marchés émergents convergent vers la même conclusion. Si les données sont exactes, le Burkina Faso vient de franchir un seuil historique. Le pays passe d'une économie routinière, encore tributaire des variations régionales, à un potentiel centre d'influence dont les décisions peuvent affecter des chaînes d'approvisionnement bien au-delà du continent. La portée du phénomène dépasse pourtant les chiffres. Sur le terrain, les ingénieurs racontent l'instant où les mesures se sont stabilisées. Les écrans affichaient des bandes de densité incohérentes avec tout référentiel connu. Ce n'était plus seulement une découverte, c'était une rupture. Un territoire enclavé, souvent perçu comme vulnérable, révélait une ressource capable de déplacer l'attention des grandes puissances. C'est dans cette atmosphère chargée d'incertitude qu'Ibrahim Traoré intervient. Sa réponse rapide, presque clinique, surprend autant qu'elle rassure. Sécuriser la zone, isoler les communications, vérifier chaque donnée avant de laisser filtrer une seule phrase au public. Dans un pays habitué à voir son destin défini de l'extérieur, ce geste marque une inversion silencieuse du rapport de force. Il ne s'agit plus d'annoncer une richesse, mais de comprendre comment la protéger, comment l'intégrer à un récit national en construction, sans céder à la précipitation ou à l'illusion de grandeur. À mesure que les heures passent, ces signaux du Somgandé cessent d'être un mystère scientifique pour devenir un miroir politique. La découverte n'interroge plus la géologie, mais la maturité d'un État confronté à une richesse qui peut l'élever ou l'exposer. Lorsque les premiers hélicoptères ont survolé Somgandé, les équipes techniques ont compris que la situation dépassait la routine minérale. Les géologues décrivent des heures d'une tension méthodique, analyser les carottages, vérifier les gradients thermiques, mesurer la stabilité du sol avant toute conclusion publique. Leur rôle devient alors central, non pas comme découvreur, mais comme gardien du réel, veillant à ce que aucune exagération n'altère la précision du moment. Sur le site, la journée s'étire entre relevés, délimitation du périmètre et échanges rapides avec les militaires. Les ingénieurs racontent une scène récurrente, le silence soudain qui précède chaque nouvelle lecture de densité, comme si chaque chiffre pouvait renverser le destin d'un pays. Au milieu de cette mécanique rigoureuse, un fil conducteur émerge.
la certitude que la moindre erreur d'interprétation pourrait alimenter les convoitises extérieures. C'est dans ce climat suspendu qu'Ibrahim Traoré se présente sur le terrain. Sa venue ne relève ni du spectacle, ni de l'urgence politique. Elle s'inscrit dans un geste plus discret. Comprendre avant de décider. Les témoins évoquent un homme attentif, posant des questions sur la tenue des couches magmatiques, sur le risque d'effondrement des galeries naturelles, sur la circulation souterraine de la chaleur. Pour les équipes, cette précision n'a rien d'anodin. Elle indique que la souveraineté commence par la maîtrise des détails. Les premiers impacts se perçoivent déjà. Les villages proches voient affluer journalistes, militaires et chercheurs. Les radios communautaires diffusent des récits où science, intuition et mémoire collective se croisent. Dans les marchés, l'agitation se mêle à une forme de prudence. Chacun mesure qu'une richesse soudaine attire toujours un prix. Au terme de cette phase initiale, une question demeure, courte mais lourde: comment transformer une découverte en stabilité ? L'aube du 7 septembre 2025 commence par un bruit bref dans la salle de supervision géologique. Un signal anormal surgit sur les écrans, trop dense pour être classé, trop stable pour être un bug. Les techniciens recernent les contrôles, recalibrent les capteurs, comparent les mesures avec les relevés précédents. Rien ne concorde. Les valeurs s'élèvent, les formes s'étirent, la matrice s'impose sans laisser de marge d'erreur. À 6h40, l'équipe sino-burkinabé ouvre un canal sécurisé vers Ouagadougou. Les données partent en rafale. Les graphiques se déforment. Les hypothèses tombent les unes après les autres. La possibilité d'un gisement exceptionnel passe du statut de conjecture à celui de probabilité forte. À 8h30, un message codé atteint le palais présidentiel. Les services de renseignement activent la procédure d'urgence. Les hélicoptères décollent vers Somgandé. Les drones civils sont neutralisés. Les routes secondaires sont verrouillées. Le pays entre dans une phase de contraction stratégique, cette zone grise où chaque minute compte, où la moindre fuite peut modifier l'ordre politique régional. Les premières heures se déroulent comme une montée progressive. Et voici comment les événements se sont enchaînés. Pour commencer, le site est sécurisé. Les ingénieurs tracent un périmètre strict. Les militaires installent des capteurs périphériques. Les autorités ordonnent un blackout informationnel pour éviter les surenchères. Ensuite, les carottes extraites montrent des reflets bleutés. Les densités dépassent les modèles établis. Les équipes comprennent que leur mission change d'échelle. Les instruments chauffent, les vérifications s'enchaînent, une tension sourde traverse le campement. À ce moment, Africa News reçoit une fuite et prépare une édition spéciale. À 19h12, l'alerte tombe sur les réseaux régionaux. Un gisement sans précédent sous Somgandé. Les images circulent, les marchés réagissent, les analystes comparaient déjà la découverte au premier puits de pétrole saoudien. Par la suite, le Burkina Faso, en 24 heures, passe du statut de pays enclavé à celui de territoire stratégique. Les chancelleries occidentales s'agitent. Les capitales africaines s'interrogent. Les think tanks publient des notes d'urgence. Les investisseurs suspendent des transactions. Les diplomates activent leur réseau. Le pays devient une équation ouverte. Enfin, dans les villages, la nouvelle se propage. Les radios communautaires diffusent des récits de renaissance. Les marchés se vident brièvement. Les familles se rassemblent autour des postes pour comprendre l'ampleur du séisme. Les conversations se déplacent, quittant les préoccupations quotidiennes pour se fixer sur une phrase récurrente. Notre terre vient de parler. Au sein de cette agitation, Ibrahim Traoré prononce quelques mots mesurés, dépourvus d'emphase. Il évoque la responsabilité, la nécessité de protéger ce qui appartient au pays, l'importance de vérifier chaque donnée avant tout choix irréversible. Cette sobriété, dans un contexte chargé d'attente, agit comme un stabilisateur. Elle oriente la perception nationale vers la prudence plutôt que vers l'euphorie. Le lendemain, les délégations étrangères cherchent des accès. Les experts mondiaux réclament des échantillons. Les institutions financières élaborent des scénarios. Les alliances se testent. Les puissances régionales recalculent leur position. Une dynamique nouvelle se met en place, faite de prises de contact discrètes, de propositions ambiguës, de pressions indirectes. Dans l'ombre, les comités scientifiques, militaires et économiques se structurent. Le récit public se stabilise, tandis que la réalité technique se complexifie. L'événement cesse d'être un choc
pour devenir une trajectoire à maîtriser. Et derrière chaque instant du déroulement, une question silencieuse prend force. Le pays peut-il rester maître d'une richesse que le monde convoite déjà ? Les journées qui suivent la sécurisation du Somgandé transforment progressivement l'intuition initiale en certitude mesurable. Les équipes du ministère des Mines, épaulées par plusieurs laboratoires partenaires, établissent un premier rapport structuré afin de quantifier l'ampleur du phénomène. Les données recueillies ne visent plus à décrire un simple gisement, mais à tracer les frontières d'un potentiel économique et politique inédit. Chaque mesure, contrôlée 3 fois, devient une balise de compréhension plutôt qu'un prétexte à l'euphorie. Les ingénieurs commencent par caractériser la masse globale de la chambre magmatique. Les relevés indiquent environ 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère, un volume qui dépasse les estimations habituellement observées dans les gisements africains. Cette grandeur impressionnante permet d'estimer l'ampleur du système minéral en profondeur. Le deuxième paramètre concerne la proportion exploitable. Les analyses montrent que près de 6% du volume total est exploitable industriellement, un taux exceptionnel comparé à la moyenne mondiale estimée autour de 2,8%. Cette différence suggère une structure géologique particulièrement favorable. Le troisième indicateur porte sur la pureté mesurée. Les carottages initiaux révèlent des niveaux comparables à ceux de la Yakoutie et du Botswana, régions considérées comme des références mondiales pour la qualité diamantifère. Ce ratio de pureté élevé confirme que le matériau extrait possède une valeur ajoutée notable, avant tout raffinement. Ces chiffres, bien que sobres, modifient profondément les équilibres régionaux. Une masse aussi dense attire les intérêts industriels, un taux exploitable aussi élevé perturbe immédiatement les stratégies d'approvisionnement. Une pureté confirmée déclenche des ajustements sur les marchés spécialisés. Les investisseurs recalibrent leurs modèles. Les diplomates interrogent la fiabilité des projections. Les analystes redéfinissent les courbes de prix anticipées. Dans les bureaux du gouvernement, la logique du baseline delta structure l'interprétation. Le point de départ, absence de filière nationale intégrée, contraste fortement avec les perspectives émergentes. Le delta, c'est-à-dire l'écart produit par une action coordonnée, devient la clé du récit. Ce changement de référentiel ne repose pas sur le spectaculaire, mais sur la progression graduelle d'une capacité d'autonomie. Là où d'autres nations ont construit leur puissance sur l'extraction brute, le Burkina Faso envisage déjà la transformation locale, la traçabilité intégrale et la formation scientifique. C'est dans cette dynamique qu'Ibrahim Traoré intervient pour orienter le cadre stratégique. Il insiste sur la nécessité de convertir les chiffres en institutions durables. Les équipes témoignent d'un processus exigeant fait de vérifications méthodiques, de consultations régulières avec les chercheurs et de refus systématiques des annonces prématurées. Cette rigueur préserve la crédibilité du pays au moment où les acteurs internationaux scrutent chaque mouvement. Les conséquences apparaissent rapidement. Les flux d'investissements africains dans le secteur minier et technologique augmentent. Les marchés internationaux enregistrent une volatilité marquée. Les entreprises spécialisées ajustent leur plan d'approvisionnement. Les chaînes logistiques évaluent les risques de tension sur les prix. Le Somgandé cesse d'être un phénomène isolé pour devenir une variable dans des équations économiques beaucoup plus larges. Au terme de l'analyse, une idée domine. Les nombres ne constituent pas une fin, mais un langage. Ils racontent l'entrée du pays dans une nouvelle ère où chaque décision technique peut façonner un modèle de souveraineté. Et derrière ces valeurs précises, une interrogation demeure. Comment transformer une richesse mesurée en levier durable sans céder aux pressions extérieures? Deux visions irréconciliables émergent dès que la découverte du Somgandé quitte le domaine scientifique pour entrer dans l'arène géopolitique. Pour plusieurs chancelleries occidentales, le contrôle intégral exercé par le Burkina Faso sur un gisement d'une telle envergure pourrait devenir une source d'instabilité régionale. Elles avancent que la concentration d'une ressource stratégique dans un État enclavé risque de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, de créer des zones de tension diplomatique et de fragiliser un équilibre déjà précaire dans le Sahel. Les rapports produits par leurs institutions insistent sur la nécessité d'une gestion partagée, censée prévenir les rivalités et garantir la continuité des flux commerciaux. L'argument semble cohérent.
éviter qu'une richesse exceptionnelle ne devienne le point de départ d'une confrontation élargie. À l'opposé, de nombreux pays africains soutiennent que l'exigence de partage voile un maintien des asymétries historiques. Ils considèrent que le contrôle national intégral ne constitue pas une menace, mais une normalisation. Dans cette perspective, limiter la souveraineté burkinabé reviendrait à reconduire un modèle extractif ancien, où les pays producteurs demeurent tributaires des acteurs extérieurs, incapables de définir leurs propres priorités industrielles. Les économistes africains rappellent que aucune coalition internationale n'a exprimé d'inquiétude lorsque des industries concentrées en Europe ou en Asie redessinaient les flux mondiaux. L'argument ici repose sur une logique simple. La stabilité naît de la capacité d'un État à maîtriser son propre destin. Ces deux positions, chacune solide, méritent d'être confrontées à la réalité observable. Les faits montrent que l'approche pragmatique adoptée par Ibrahim Traoré réduit les risques évoqués sans renoncer au contrôle souverain. La sécurisation du site, les vérifications multiples des données, l'absence d'annonces précipitées et la mise en place de comités mixtes d'analyse démontrent une volonté de prévenir l'escalade plutôt que de l'alimenter. La rigueur institutionnelle appliquée aux premières décisions diminue la probabilité d'une surchauffe politique et évite l'isolement que redoutent certains partenaires. À la lumière de ces éléments, le Stillman s'impose. La souveraineté ne contredit pas la stabilité si elle s'accompagne de discipline, de transparence et d'un engagement méthodique à contenir les risques. Le Somme-Gandé n'est pas seulement un gisement, il devient un test grandeur nature de la capacité d'un État à conjuguer autonomie, prudence et ouverture mesurée. Un seuil vient d'être franchi. Les heures qui suivent la stabilisation des premières analyses montrent que le Somme-Gandé n'est plus seulement une découverte, mais un pivot stratégique. L'évolution la plus inattendue provient du terrain lui-même. Des capteurs sismiques installés en urgence détectent une activité magmatique étonnamment régulière, suggérant une structure interne plus stable que celle redoutée par les premières équipes. Cette donnée, discrète mais décisive, change la nature du défi. Là où l'incertitude géologique menaçait de ralentir toute planification, une fenêtre technique semble désormais s'ouvrir. La révélation ne se limite pas au sous-sol. Dans les ministères, les premières modélisations intègrent cette stabilité nouvelle comme un paramètre central. Les projections deviennent plus cohérentes, les scénarios d'exploitation cessent d'être hypothétiques, les discussions sur la transformation locale gagnent en crédibilité. Les experts y voient un signal fort. Le pays dispose peut-être du temps nécessaire pour structurer une filière sans subir la pression d'extraction précipitée. Dans cette transition décisive, Ibrahim Traoré réoriente la priorité vers la maîtrise méthodique du site. Sa posture, calme mais déterminée, montre que le midpoint du récit n'est pas une montée d'euphorie, mais une clarification. Le Somme-Gandé cesse d'être une énigme menaçante pour devenir un champ d'action organisé où chaque décision peut enfin être pesée plutôt que subie. Les effets de la découverte du Somme-Gandé apparaissent rapidement dans la vie quotidienne des travailleurs nationaux. Dans les villes comme dans les villages, la circulation des informations crée une forme de mobilisation silencieuse. Les familles suivent les annonces officielles, les enseignants adaptent leurs cours pour expliquer les phénomènes géologiques et les coopératives agricoles réorganisent leur budget en prévision de nouveaux investissements publics. Les artisans, eux, voient déjà de petites commandes émerger autour des besoins logistiques du site. Cette dynamique crée un sentiment de participation, où chacun mesure que la richesse potentielle ne se limite pas aux pierres, mais touche directement les perspectives sociales. Les entreprises nationales découvrent un champ d'opportunités inattendu. Les sociétés de logistique révisent leurs infrastructures pour répondre aux contraintes du terrain, tandis que les startups technologiques s'emparent des besoins en capteurs, en drones et en solutions de traçabilité. Les ingénieurs locaux, souvent contraints de chercher des postes à l'étranger, trouvent maintenant un espace où leurs compétences sont valorisées. La perspective d'une filière minière intégrée stimule l'écosystème entrepreneurial. Les discussions au sein des chambres économiques montrent que ce mouvement n'est pas conjoncturel, mais structurel. Les partenaires étrangers observent une transformation plus complexe.
les diplomaties africaines perçoivent une occasion rare de renforcer les collaborations scientifiques et industrielles sur un axe sud-sud. Les investisseurs asiatiques, prudents mais attentifs, explorent des partenariats limités respectant le cadre souverain établi par le pays. Plusieurs institutions occidentales, en revanche, expriment des réserves sur la centralisation de la ressource. Les multinationales, qui espéraient une ouverture rapide, réévaluent leur position face à une stratégie où les conditions ne se négocient plus en amont, mais sous contrôle public strict. Les retombées régionales se font sentir au-delà des frontières burkinabées. Le Niger, le Mali et le Tchad envisagent de mutualiser certaines infrastructures énergétiques pour soutenir la transformation locale. Les universités sahéliennes projettent des programmes communs consacrés à la géologie profonde et à l'ingénierie minière. Dans les corridors commerciaux, les opérateurs réévaluent les flux pour anticiper une montée d'activité autour de nouvelles routes internes. Les discussions au sein des organisations régionales montrent une curiosité croissante. Il ne s'agit plus seulement d'observer, mais de comprendre comment ce déplacement du centre de gravité pourrait stabiliser ou remodeler l'ensemble du Sahel. Au milieu de cette recomposition, Ibrahim Traoré adopte une ligne cohérente: renforcer l'autonomie du pays tout en évitant les ruptures abruptes. Ses interventions publiques privilégient la prudence stratégique, insistent sur la responsabilité collective et rappellent que la valeur d'un diamant n'existe que si elle se traduit en institution durable. Cette continuité calme les attentes excessives, limite les interprétations hâtives et offre un cadre lisible aux différents acteurs. L'ensemble des conséquences révèle un point commun. La transformation ne provient pas seulement de la matière extraite, mais de la manière dont le pays se positionne devant elle. Le Somgandé agit comme un miroir qui oblige chaque groupe, citoyens, entreprises, partenaires étrangers ou voisins régionaux, à redéfinir ses attentes, ses priorités et sa place dans un récit en cours d'écriture. Les projections établies par les comités scientifiques et économiques dessinent 3 trajectoires distinctes pour les prochains mois. Elles ne reposent pas sur des spéculations, mais sur l'observation des tendances déjà visibles sur le terrain, des réactions diplomatiques et des capacités institutionnelles du pays. Chaque scénario comporte un ensemble de conditions qui, si elles évoluent, peuvent accélérer ou ralentir la dynamique générale. Dans un premier scénario, la consolidation progressive est envisagée. Dans cette hypothèse, l'État poursuit son approche méthodique en finalisant un cadre légal pour l'exploitation, en renforçant les équipes techniques et en stabilisant la communication publique. Les premières opérations pilotes démarrent en volume limité, permettant une montée en compétences graduelle. Les partenaires régionaux s'impliquent dans la sécurisation logistique, tandis que les acteurs internationaux adoptent une posture d'observation prudente. La croissance économique reste modérée mais stable, soutenue par une amélioration de la confiance interne et par une structuration continue des filières scientifiques et industrielles. Dans un scénario plus optimiste, une intégration sahélienne accélérée apparaît. Si les conditions diplomatiques demeurent favorables, la découverte du Somgandé devient le catalyseur d'un rapprochement régional. Les infrastructures se mutualisent, les programmes universitaires se synchronisent et les entreprises sahéliennes développent des partenariats innovants autour de la transformation locale. Les investissements publics doublent, tirés par une mobilisation coordonnée des États voisins. Les emplois scientifiques et techniques se multiplient, entraînant une montée en compétences rapide. Ce scénario transforme la ressource en moteur collectif plutôt qu'en richesse isolée. Dans un scénario plus difficile, des pressions extérieures et une fragmentation interne sont possibles. Une détérioration du climat international pourrait entraîner des mesures coercitives, comme des restrictions financières ciblées ou des campagnes médiatiques déstabilisatrices. Les tensions politiques internes augmentent alors, opposant ceux qui défendent un contrôle strict à ceux qui privilégient une ouverture rapide. Les projets miniers ralentissent, les chaînes logistiques se contractent et la croissance chute. Le pays se retrouve à gérer un dilemme difficile, préserver la souveraineté ou prévenir l'isolement. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Penser en termes de conditions plutôt qu'en termes de certitude. En d'autres termes, chaque choix doit être évalué selon ce qui l'active, ce qui le fragilise et ce qui l'empêche de produire ses effets. Cette logique permet d'éviter les illusions d'optimisme comme les pièges du catastrophisme
et de situer la décision dans une temporalité maîtrisée. Les répercussions de la découverte du Somgandé dépassent le cercle technique pour toucher directement différents segments de la population. Les premiers concernés sont les jeunes qui voient dans ce bouleversement une occasion rare de lier ambition personnelle et transformation collective. Les étudiants en sciences terrestres réorientent leurs projets, créent des clubs d'analyse géologique et s'approprient un vocabulaire qui, jusque-là, restait confiné au laboratoire. Les formations professionnelles enregistrent une hausse des inscriptions, preuve que la perspective d'une filière nationale suscite un désir d'apprentissage concret. Les familles, ensuite, ressentent l'effet du changement sous une forme plus diffuse mais tout aussi significative. Elles observent la multiplication d'émissions consacrées aux ressources naturelles, la diffusion de reportages dans les radios communautaires, et la manière dont les discussions domestiques dérivent vers des questions de souveraineté, de stabilité et d'avenir. Ce glissement marque une évolution culturelle notable. La richesse n'est plus perçue comme un miracle ponctuel, mais comme un horizon de responsabilité collective. Les parents encouragent leurs enfants à comprendre les enjeux plutôt qu'à rêver de profits rapides. Les travailleurs des secteurs non miniers représentent un troisième groupe sensible à cette nouvelle dynamique. Les artisans, commerçants et transporteurs perçoivent déjà les premiers signaux d'un changement d'échelle. Augmentation de la demande logistique, besoin accru de maintenance et émergence d'initiatives locales cherchant à structurer des chaînes de valeur complémentaires. Cette transformation ne se traduit pas encore par une hausse massive des revenus, mais par une redéfinition des attentes. Les individus se projettent différemment, imaginant une économie moins dépendante de l'extérieur et davantage centrée sur les compétences internes. Au croisement de ces trois groupes se dessine une même conviction. La découverte du Somgandé n'est pas seulement un événement national, mais un point de départ pour repenser la relation entre citoyens, État et avenir. Cette résonance, diffuse mais profonde, témoigne de la manière dont une transformation géologique peut révéler une transformation sociale en gestation. La phase qui s'ouvre après les premiers diagnostics impose une méthode précise, destinée à transformer la découverte du Somgandé en capacité durable. Une feuille de route en plusieurs étapes se dessine, fondée sur la coordination, la transparence et l'évaluation continue. Elle ne vise pas à accélérer l'extraction, mais à organiser la montée en maîtrise institutionnelle. La première étape consiste à bâtir une architecture de gouvernance dédiée. Une autorité nationale indépendante doit centraliser la collecte des données, délivrer les autorisations techniques et imposer des standards de traçabilité. Sa mission inclut l'obligation de publier des bilans trimestriels permettant de mesurer la cohérence entre projection et réalité du terrain. Cette transparence prévient les spéculations, tout en consolidant la crédibilité du pays face aux partenaires. La deuxième étape repose sur la montée en compétences scientifiques. Les universités et les centres de recherche doivent lancer des programmes ciblés sur la géologie profonde, la robotique minière et la gestion environnementale. L'objectif est clair: former une génération d'ingénieurs capables d'assurer la continuité des opérations sans dépendance structurelle. Des indicateurs de progression, nombre de diplômés spécialisés, taux d'insertion, partenariats de recherche, permettent d'ajuster l'effort éducatif au rythme des besoins. La troisième étape concerne l'intégration industrielle.